Africaines, Africains, que vous soyez du continent ou des diasporas, amis européens, amis américains, amis asiatiques, vous qui êtes dans les îles des grands océans, Atlantique et Indien, il est important que vous sachiez que l'heure est grave, ici sur le continent africain. La grande puissance impérialiste occidentale, la patronne de l'OTAN, a décidé désormais de jouer dangereusement à découvert et de mettre en œuvre d'une manière ostentatoire, de manière exhibitoire, de manière flagrante, son plan de recolonisation militaire du continent africain qui avait commencé à être mis en œuvre à travers le saccage de la Libye en 2011 et l'invasion du Sahel. J'ai toujours expliqué et j'ai écrit un livre entier pour cette cause. Nous avons expliqué ce plan et aucune Africaine, aucun Africain qui s'intéresse aujourd'hui au destin de notre continent, le plus grand continent humain, ne peuvent dire qu'ils ne connaissent pas le plan dont l'Afrique est victime. L'Occident est un conglomérat de pays naturellement pauvres. Au lieu de négocier par la voie commerciale et pacifique avec les autres nations et de repenser son modèle socio-économique en fonction de ses limites naturelles, l'Occident a choisi depuis plusieurs siècles des activités de prédation, des activités de brutalité, des activités de barbarie contre toutes les parties de la terre où se trouvent les richesses dont il a besoin. Et tous les prétextes ont été trouvés à cette barbarie. Le prétexte du développement du commerce international pour la traite négrière, le prétexte de la mission civilisatrice pour la colonisation, et maintenant les prétextes de la démocratisation et de la lutte antiterroriste pour la recolonisation envisagée du continent africain. Tous ceux qui ont correctement fait leurs études historiques savent que le prétexte du développement du nouveau monde ou de la prospérité de l'Occident ne pouvait de près ou de loin fonder la réduction en esclavage de tous les Noirs de la terre. Tous ceux qui ont correctement fait leurs études savent que la prétendue mission civilisatrice de l'Occident, s'attaquant à l'Afrique et partageant l'Afrique sans les Africains, en 1884-1885, en Allemagne, ce prétexte de la mission civilisatrice n'était pas fondé, car il n'y a pas de civilisation supérieure, il n'y a pas d'humanité supérieure. Enfin, tous ceux qui suivent de près l'actualité politique et historique africaine savent que la soi-disant démocratie et la soi-disant lutte antiterroriste qui sont avancées par les grandes puissances occidentales comme étant des motifs pour leur interventionnisme sur le continent africain, ces deux motifs sont faux. Premièrement, pour ce qui est de la démocratie, parce que l'Occident lui-même n'est pas démocratique et que plusieurs pays occidentaux sont encore des monarchies. Parce que l'Occident lui-même entretient avec de nombreuses monarchies, de nombreux régimes autocratiques à travers le monde, des relations amicales. On ne peut pas croire en la prédication démocratique de l'Occident alors qu'il y a 12 monarchies en Europe et alors que les pays de l'OTAN ont pour principaux alliés des pays du Moyen-Orient où il n'y a pas d'élection. Quant au motif de la lutte antiterroriste, ce motif n'impressionne plus un Africain ou une Africaine cultivée. Seuls les ignorants et les hypocrites croient que l'Occident vienne sur notre continent combattre le terrorisme. Car le principal acteur du terrorisme en Afrique, c'est l'Occident. Et cela depuis 600 ans. Tout le monde sait que les organisations terroristes de façade, à savoir donc Al-Qaïda et l'État islamique, sont des organisations qui ont été dûment créées par les services secrets occidentaux. Al-Qaïda a été créé à la fin des années 70, début 80, par les services secrets américains, quand il fallait combattre les soviétiques en Afghanistan. Mohamed Azam et Oussama Ben Laden sont à l'origine des employés de la CIA. Quant à l'État islamique,
Cette organisation a été créée au début des années 2000 par les services secrets occidentaux avec leurs alliés moyen-orientaux. Et ce fait est affirmé par l'actuel président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Dès 2016, Donald Trump dénonçait Barack Hussein Obama et Hillary Clinton, choses d'ailleurs qui sont confirmées maintenant par les Epstein Files. Barack Obama et Hillary Clinton étaient dénoncés par Donald Trump comme étant cofondateurs de l'État islamique. Je ne vais pas vous faire réécouter la séquence vidéo. Il y a seulement 3 ou 4 jours, je vous l'ai fait écouter. Donc, les deux principales organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique, Al-Qaïda et l'État islamique, sont en réalité des groupes de mercenaires des pays occidentaux, des pays de l'OTAN. Le président américain actuel, Donald Trump, le sait, puisque lui-même a accusé son prédécesseur Obama Barack et sa secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton. Il les a accusés d'avoir cofondé l'une des organisations les plus criminelles au monde. Ce qui n'a pas empêché l'actuel président américain lui-même de faire ami-ami avec un grand chef terroriste, actuellement au pouvoir en Syrie, à savoir Ahmed al-Shara, à qui Donald Trump a offert personnellement des parfums pour lui et sa femme à la Maison Blanche. Ce qui prouve que Donald Trump, tout en reconnaissant, en effet, que ces organisations terroristes ont été créées par les services secrets occidentaux, Donald Trump, redevenu président des États-Unis, a décidé de coopérer avec ceux-là même qu'il a lui-même dénoncés. Donc, d'un point de vue scientifique, il est important que chaque Africaine et chaque Africain sache que les organisations terroristes sont en réalité l'avant-garde de l'impérialisme européen, américain en Afrique, de l'impérialisme moyen-oriental en Afrique. Quand vous entendez Al-Qaïda, vous entendez État islamique, etc., entendez directement impérialisme européen, impérialisme américain, impérialisme moyen-oriental. C'est exactement les mêmes troupes. Il y en a qui sont en avant-garde, c'est Al-Qaïda et l'État islamique, et ceux qui sont en back-off derrière, ce sont les pays africains inféodés au néocolonialisme français, à l'impérialisme occidental. C'est le cas notamment des pays de la CEDEAO. Et puis en super bac, derrière tout cela se trouve l'OTAN, qui est en quelque sorte la caution de ce vaste plan de recolonisation du continent africain. Un plan qui se déploie jusqu'en République démocratique du Congo, un plan qui se déploie jusqu'au Mozambique, avec la même structure. On envoie d'abord les terroristes sèment le chaos, ensuite on impose la présence militaire américaine, européenne, occidentale, onusienne, et le tour est joué. Une fois que cela est fait, on recontrôle les sites pétroliers, les sites gaziers, les sites aurifères, les sites diamantaires, les sites uranifères. On recontrôle tout cela et on reprend allègrement le terrible et honteux pillage des richesses africaines. Et au passage, on traite les pays africains comme étant des shithole countries, des pays de merde. Ce sont ceux qui emmerdent l'Afrique, qui sont les premiers à la traiter de pays de merde, comme le fait Donald Trump. Alors, regardons de manière précise la situation au Nigeria. Qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Ce qui se passe au Nigeria, c'est que le Nigeria est dirigé par un groupuscule de dirigeants qui sont des ennemis de leur propre peuple. C'est un groupuscule de dirigeants rassemblés autour d'Adebola Tinubu, qui sont des ennemis du peuple nigérian, des ennemis du peuple africain. À quoi sait-on qu'ils sont des ennemis du peuple nigérian? Parce qu'ils laissent l'écrasante majorité du peuple du Nigeria vivre dans la pauvreté. Alors que l'élite politique nigériane est extrêmement riche, et elle est riche principalement de détournement des deniers publics de l'État du Nigeria, des détournements de ses rentes pétrolières et gazières. Ça, c'est le fait interne. À savoir que le Nigeria est dirigé par une oligarchie corrompue, criminelle. Mais Adebola Tinubu coche une autre case. Lui, il est à la merci du chantage des États-Unis d'Amérique parce que aux États-Unis d'Amérique courent contre lui deux dossiers. Un dossier de narcotrafic, d'une part, et d'autre part, eh bien, un dossier de fraude au diplôme.
Depuis que les États-Unis d'Amérique ont pris connaissance de ces deux affaires, ils les ont utilisées pour faire chanter à Debola Tinubu à tous les sons voulus par l'Amérique. À Debola Tinubu, de peur d'être kidnappé à la manière de Maduro, a décidé de faire les 4 volontés des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est le deuxième problème. Il y a un troisième problème. Au Nigeria, l'homme d'affaires Aliko Dangote, probablement la plus grande fortune d'Afrique, a opéré une percée industrielle géante en mettant en place des raffineries ultra-modernes permettant la transformation du pétrole brut nigérian sur place et ainsi l'accès du plus grand nombre à l'énergie moins chère. Cette transformation industrielle technologique fondamentale a été vue d'un très mauvais œil par les compagnies occidentales qui se faisaient depuis très longtemps du beurre sur le pétrole brut du Nigeria, qui était donc extrait sous forme brute et transformé chez elles. Les compagnies qui ont vu d'un très mauvais œil la révolution industrielle apportée par les raffineries Dangote, ce sont les compagnies américaines d'abord, les compagnies britanniques ensuite, les compagnies françaises. C'est Exxon, c'est British Petroleum, c'est Mobil, c'est Total, qui ont vu rouge dès lors qu'Aliko Dangote s'est mis à transformer sur place pour son pays et pour la sous-région africaine, à transformer sur place le brut nigérian. Tant que le Nigeria n'avait pas atteint cette capacité d'auto-raffinerie, cette capacité de garder sur son propre sol la valeur ajoutée de son pétrole brut, il n'était pas question de le recoloniser militairement. Mais depuis que le Nigeria est entré dans cette sphère qui pourrait le conduire vers une autonomie industrielle et économique et politique réelle, les dirigeants américains, et notamment Donald Trump, l'actuel président, a décidé de procéder de manière frontale. Jusqu'ici, pour maintenir le Nigeria sous contrôle, les grandes puissances de l'OTAN ont entretenu les groupes terroristes de l'État islamique et d'Al-Qaïda qui harcèlent sans cesse l'armée nigériane et empêchent le Nigeria de vivre en paix. Ces groupes terroristes sont là pour appeler au gouvernement d'Abuja qu'il doit faire les 4 volontés de Washington, de Londres, les 4 volontés de Bruxelles et de Paris. Les groupes terroristes sont des groupes de harcèlement, des groupes de chantage, des groupes dont le but est de maintenir les dirigeants africains sur le qui-vive, de telle façon qu'ils fassent les 4 volontés des dirigeants occidentaux. Il faut que vous compreniez pourquoi ces groupes-là sont disséminés partout où l'Occident a des convoitises. Partout où l'Occident veut piller, il envoie, comme je l'ai dit, en pionnier, il envoie en éclaireur les groupes terroristes. Jusqu'ici, l'OTAN, l'Union européenne, la France, l'Angleterre avaient choisi de maintenir le Nigeria sous une certaine forme de chaos maîtrisé. On se contentait d'armer l'État islamique, d'armer Al-Qaïda. Et même, l'État islamique et Al-Qaïda sont fournis en armes au Nigeria avec la complicité du gouvernement fédéral, qui facilite l'accès des terroristes aux armes, tout en armant l'armée pour combattre les terroristes. Parce qu'il faut que vous sachiez que l'élite politique nigériane est tellement corrompue qu'elle joue au double jeu. Adebola Tinubu sait que son propre gouvernement participe à l'acheminement des armes aux terroristes. Et en même temps, il est chargé d'armer l'armée nigériane pour combattre les terroristes. Et il sait que empêcher que des drones, empêcher que des fusils et des munitions arrivent aux terroristes, c'est désobéir aux dirigeants occidentaux qui sont les parrains des organisations terroristes. Donc, Tinubu, avant lui, Mohamedou Buhari, avant lui, Goodluck Ebele Jonathan, tout ce monde-là s'est accommodé de ce double jeu. Ils sont amenés à fermer les yeux sur certaines armes qui vont vers les terroristes. Et en même temps, on les laisse s'armer un peu pour combattre les terroristes, mais les Occidentaux, extrêmement duplicitaires et méchants,
ont toujours veillé à ce que le Nigeria ne soit pas capable de vaincre les terroristes. Parce que si le Nigeria n'avait pas ce harcèlement permanent du terrorisme, les dirigeants nigérians seraient tentés de répondre prioritairement aux aspirations de leur population. Or, en maintenant le Nigeria dans cette espèce de guerre larvée, de guerre permanente, on s'est assuré, du côté de l'OTAN, de l'Union européenne, du néocolonialisme français, on s'est assuré d'un moyen de pression permanent, un moyen de vassalisation permanente, eh bien, des dirigeants du Nigeria. Est-ce que vous comprenez? C'est un point extrêmement important dans cette émission. Bon, alors, donc, puisque les terroristes ne peuvent pas empêcher Dangote de raffiner, puisque les mesures de sécurité ont été renforcées autour des raffineries, puisque les terroristes ne peuvent finalement pas empêcher le Nigeria, bon an, mal an, d'aller vers une certaine autonomie stratégique et économique, puisque le Nigeria a même été tenté d'engager des coopérations avec la Fédération de Russie, y compris d'ailleurs dans le terrain militaire, la grande puissance occidentale, la patronne de l'Occident, à savoir les États-Unis d'Amérique, ont décidé de revenir physiquement sur le sol nigérien. Et pour revenir physiquement sur le sol nigérien, quel est l'alibi qu'ils ont trouvé? Deux alibis. Premier alibi, les chrétiens seraient menacés au Nigeria. Et Donald Trump, en tant que prétendument chef de la chrétienté politique, viendrait défendre les chrétiens au nom de Jésus. Or, Donald Trump, l'un des personnages les plus cités dans le scandale Epstein, il n'est pas chrétien. S'il est chrétien, le christianisme n'existe plus. Ce n'est pas un chrétien. Et Donald Trump, qui n'aime pas suffisamment les chrétiens latinos, les chrétiens noirs américains, ne peut pas venir aimer les chrétiens nigérians. Mieux, les terroristes au Nigeria, ils tuent de manière indifférente. Ils tuent les Nigérians musulmans, ils tuent les Nigérians chrétiens, ils tuent même les Nigérians traditionalistes. Donc, le premier prétexte utilisé par l'actuel président américain pour venir bombarder le Nigeria est un faux prétexte, c'est un alibi. C'est exactement le même style de faux prétexte qu'il a utilisé pour finir par kidnapper le président vénézuélien Nicolás Maduro. En fait, c'est pour voler le pétrole vénézuélien que Donald Trump a kidnappé Nicolás Maduro. Normalement, tous les Américains le savent. Là-bas, il avait inventé le motif du narcotrafic contre Maduro. Mais même les juges américains qui détiennent illégalement et illégitimement le président du Venezuela ont retiré le motif de narcotrafic parmi les accusations contre Maduro. Or, c'est ce motif que Trump a avancé avant de kidnapper Maduro. Maduro qui, comme vous le voyez, est victime d'une double trahison. La trahison du droit international, bien sûr, par les États-Unis, mais aussi la trahison de la lutte, de la révolution bolivarienne, par ceux qui dirigent le Venezuela actuellement et qui sont en train de le brader pour conserver le pouvoir. Je laisse ce côté-là. Mais souvenez-vous que Donald Trump, ses alibis sont transparents. Ils sont transparents comme le vent. C'est quelqu'un qui a un mal fou à mentir. Parce qu'il ment grossièrement. Il est plus facile avec Donald Trump qu'avec les précédents présidents américains. Par exemple, l'hypocrite Obama. Il est plus facile avec Donald Trump de connaître la vérité. Parce que quand il ment grossièrement. Et puis, la plupart du temps, Donald Trump est assez arrogant, assez narcissique, assez suffisant pour dire d'une manière complètement crue ce qu'il pense et ce qu'il veut. Il a fini par dire, le pétrole du Venezuela nous appartient. Nous voulons le pétrole du Venezuela. Eh bien, c'est ce qu'il dit au Nigeria. Donald Trump vient au Nigeria, d'abord mettre la main sur le pétrole nigérian d'une manière ouverte. Il vient mettre la main sur le pétrole nigérian pour dire que ce sont les États-Unis qui doivent raffiner et distribuer le pétrole nigérian. Voilà pourquoi il envoie l'armée américaine au Nigeria. Ça, c'est le premier motif. Le deuxième motif qu'il a avancé, à savoir... donc là, le premier, c'était la lutte antiterroriste. Le deuxième motif qu'il a avancé pour venir au Nigeria, c'est que, prétend-il, les terroristes qui ensanglantent le Nigeria, eh bien, ces terroristes-là proviendraient du Sahel. C'est-à-dire de la zone de l'alliance des États du Sahel. D'accord? Ça, ce sont les raisons que Donald Trump a avancées
La première raison, je viens combattre le terrorisme au Nigeria, on sait que c'est faux. C'est pour venir mettre la main sur le pétrole, comme il l'a fait au Venezuela, comme ils l'ont fait en Libye, où ils viennent d'assassiner, d'ailleurs au passage, l'un des fils survivants du guide Muammar el-Kadhafi, Seif al-Islam el-Kadhafi. D'accord? C'est ce qu'ils ont fait en Irak, c'est ce qu'ils ont fait en Syrie. Ils viennent toujours dans le pays des gens, ils massacrent et ensuite ils volent. Ils pillent allègrement. Donc ça c'est l'objectif. Il est venu au Nigeria pour s'en assurer le pillage au profit des multinationales américaines qui le soutiennent. Mais il est venu avec un double objectif. Devant la défaite de la France face à l'alliance des États du Sahel, Donald Trump a décidé, au nom des États-Unis, de prendre les choses en main. Parce que les États-Unis sont la grande puissance de l'Occident. Là où la France a échoué, l'Amérique prétend venir essayer de réussir. Le positionnement des troupes américaines au Nigeria est un positionnement offensif contre l'alliance des États du Sahel. Parce que le deuxième motif qui avait été avancé, à savoir qu'ils viennent combattre des terroristes qui viennent de la région sahélienne, est un alibi pour les États-Unis de Trump, alibi leur permettant d'envisager d'aller poursuivre les terroristes dans le territoire sahélien, d'où ils sont supposés être venus. Au motif de poursuite des terroristes, Donald Trump veut ouvrir en fait le front de la lutte de l'Occident contre la grande puissance africaine émergente, l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il vient au Nigeria d'abord pour s'assurer que le pétrole du Nigeria va continuer à sortir vers les caves américaines à volonté. Ça c'est un. De deux, il vient au Nigeria se placer là pour voir comment fragiliser l'Alliance des États du Sahel parce que la France a échoué. La dernière opération contre l'aéroport de Niamey, qui était supposée donc renverser le président Tiani ayant échoué, le grand frère impérialiste américain vient lui-même prendre les choses en main. Donc Donald Trump, très clairement, menace la stabilité de l'Alliance des États du Sahel et il nous faudrait être aveugles pour ne pas nous rendre compte que ce dispositif-là a pour but de viser cette souveraineté-ci. N'oubliez pas que les États-Unis d'Amérique ont la même politique envers l'Afrique, quel que soit celui qui les dirige. Pourquoi? Parce que ce soit les démocrates américains à la Obama, Biden qui sont au pouvoir, ou que ce soit les républicains américains à la Trump ou à la Bush qui sont au pouvoir, toutes les élites de pouvoir aux États-Unis sont convaincues que les États-Unis doivent être la plus grande puissance mondiale, c'est-à-dire que les États-Unis doivent dominer tous les autres pays du monde. C'est le cœur de la doctrine de la destinée manifeste des États-Unis, Manifest Destiny of the United States, et c'est le cœur de la psychologie politique américaine. Le droit de dominer toutes les autres parties du monde. Il n'y a qu'à voir pour cela la carte des plus de 830 bases militaires américaines dans le monde et vous comprendrez l'ambition. C'est de soumettre le monde entier à la volonté américaine. Et là-dessus, les dirigeants démocrates et les dirigeants républicains pensent la même chose. Donc un changement, en quelque sorte, de président à Washington n'implique pas nécessairement un changement de politique africaine des États-Unis. Donald Trump approche à la manière du loup et du renard. Il approche comme le loup, puisqu'il bombarde à la première occasion. Il blesse et il tue à la première occasion. Il l'a montré au Venezuela. Il le montre en Palestine, où il soutient le génocidaire Netanyahou. Il le montre en Iran, où il cherche un moyen de frapper. Il se comporte en loup en Iran. D'accord? Il le montre comme cela. Mais il peut aussi avancer en renard. Par exemple, il a envoyé un émissaire pour faire le tour du Sahel et dire que lui, vraiment, il aimerait avoir une politique différente de ses prédécesseurs. Lui veut avoir une politique respectueuse de la souveraineté des États sahéliens. Qui peut croire, ici au Sahel, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, qui peut croire que Donald Trump soit capable d'être porteur d'une politique de respect des souverainetés au moment où il veut arracher le Groenland au Danemark? Qui peut croire que Donald Trump soit capable d'une politique de respect des souverainetés au moment où il kidnappe le président du Venezuela et l'amène en déportation aux États-Unis? Qui peut croire que Donald Trump soit respectueux des souverainetés au moment où il déplace la flotte de guerre américaine pour encercler l'Iran et le menacer de destruction parce que l'Iran ne fait pas ses quatre volontés?
Nous avons tellement de preuves du mépris de la souveraineté des pays étrangers par les dirigeants américains en général, mais par Donald Trump en particulier, pour ne même pas croire en la campagne de son émissaire. Monsieur Trump doit savoir que son émissaire ne convaincra personne ici en Afrique, du moins personne de sérieux. Il ne convaincra personne de sérieux que Donald Trump soit capable de mener une politique respectueuse de la souveraineté des Africains. Nous n'y croyons pas, et d'ailleurs nous n'attendons pas de Donald Trump qu'il protège la souveraineté des Africains, parce que nous savons que sa propension naturelle est plutôt de la détruire. Donc en fait, ce positionnement, cette descente sur le terrain est un acte d'hostilité ouverte envers les pays souverainistes et panafricanistes qui sont à la frontière nord du Nigeria. Et ça va en droite ligne du positionnement français au Bénin. Et vous voyez une fois de plus que ce positionnement américain repose le problème du sérieux du nouveau président ghanéen John Mahama Dramani. Est-ce qu'il va vraiment être capable? Merci infiniment à toi, Falikou Khalil Fofana. Merci beaucoup pour le soutien. Est-ce que Donald Trump va vraiment être capable? Je ne parle pas de Donald Trump. Est-ce que le président ghanéen John Mahama Dramani va être capable de mener la politique panafricaniste qu'il a esquissée en continuant à permettre aux États-Unis d'opérer à partir d'une base basée au Ghana pour se mêler des affaires africaines? Parce que par exemple, les troupes qui ont été projetées au Nigeria, les activités militaires américaines au Nigeria sont facilitées par la base américaine au Ghana. Est-ce que vous voyez à quel point nous sommes dans une phase délicate de l'histoire du sous-continent? Une phase terrible de l'histoire du sous-continent. Nous sommes en train d'assister à une recolonisation militaire du sous-continent avec la complicité des fils de l'Afrique. De fils de l'Afrique qui sont essentiellement intéressés à la conservation du pouvoir et non pas au service du peuple. Donc, pour aller au bout de mon analyse, Donald Trump remet des troupes américaines au sol au Nigeria à un moment où la conscience africaine a bien établi et de manière, j'espère, irréversible le distinguo entre l'occupation militaire néocoloniale, l'occupation militaire impériale et la lutte antiterroriste, la lutte anticolonialiste, la lutte anti-impérialiste. Écoutez-moi bien. Et c'est par là que je vais répondre à ceux qui vont venir, que ce soit sous cette émission ou dans d'autres émissions, sur d'autres plateformes, essayer de mettre sur le même pied d'égalité la présence militaire américaine au sol au Nigeria et la présence russe au sol au Niger. La présence militaire américaine au sol au Ghana et la présence russe au sol au Mali. La présence militaire au sol, américaine au sol au Bénin et la présence russe au sol au Burkina Faso. Ils vont venir sur les réseaux sociaux essayer de vous dire, quand la Russie déploie l'Africa Corps, vous ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas non plus quand d'autres permettent à l'armée américaine de se déployer. Je voudrais vous aider à répondre de manière puissante et fulgurante à cet argument. Il faut distinguer deux formes de présence militaire sur le continent africain. Il y a une présence militaire au service de la traite négrière. Une présence militaire dont le but était la colonisation de l'Afrique. Son pillage économique, son pillage financier, son pillage spirituel. Une occupation militaire dont le but est d'imposer à la tête des pays africains des dirigeants qui ne servent pas leur peuple, qui détestent leur peuple, qui triangulent leur peuple. Une occupation militaire qui a pour but de faire de l'Afrique le paillasson de l'Occident et du Moyen-Orient. On appellera cette occupation militaire l'occupation militaire, négrière, colonialiste, néocolonialiste, impérialiste, l'occupation militaire anti-africaine. Il ne faut jamais confondre les troupes anti-africaines avec une deuxième catégorie de troupes. Il y a une deuxième forme d'occupation militaire en Afrique, mais ce n'est pas une occupation. Il s'agit d'une alliance de troupes
qui viennent en Afrique dans le cadre d'une alliance anti-négrière, alliance anticolonialiste, alliance anti-néocolonialiste et alliance anti-impérialiste. Il y a deux types de pays, il y a deux sortes de pays dont la présence militaire en Afrique s'est toujours faite dans le cadre d'alliances en faveur des intérêts vitaux des Africains. Il faudrait étudier l'histoire, par exemple, de l'intervention militaire cubaine en Angola. L'alliance cubano-africaine. Ça doit être une école pour ceux qui veulent savoir à quel moment la présence militaire étrangère en Afrique est compatible avec l'Afrique. C'est lorsque ceux qui viennent partagent avec les Africains les mêmes idéaux, partagent avec les Africains la même vision du monde. Nous, les Africains, nous ne voulons plus d'un monde dans lequel nous sommes traités comme des sous-hommes. Donc, un monde raciste, un monde racialisé, nous n'en voulons pas. Les soldats cubains de Fidel Castro qui vont participer à la libération de l'Angola étaient antiracistes. Or, l'Amérique de Trump, elle est raciste. Les troupes de Trump sont racistes. La France de Macron est raciste. Les troupes de Macron sont racistes. Les troupes européennes sont racistes. Les troupes américaines sont racistes. Ça, c'est le premier point. Je parle toujours de Cuba. L'armée cubaine est venue aux côtés des Africains pour combattre les colonialistes et les impérialistes. C'est-à-dire combattre ceux qui réduisaient les Africains en esclavage chez eux. Ou qui déportaient les Africains sur d'autres continents contre leur volonté, tout naturellement. Or, l'armée américaine, là, quand elle vient, c'est pour imposer le modèle colonial, c'est-à-dire piller les richesses des pays qu'elle occupe. Quand l'armée cubaine vient, ce n'est pas pour piller les richesses des pays qu'elle occupe. Troisième élément, l'armée cubaine, quand elle intervient en Angola, quand elle intervient, je ne sais pas, au Mozambique ou en Guinée-Bissau, quand elle intervient aux côtés des Africains, elle les aide à construire des États souverains. Des États dont les gouvernements se mettent au service de leur peuple. L'armée américaine, partout où elle met les pieds, fait tout pour imposer des valeurs qui font la volonté de Washington et non celle des masses populaires. Donc la présence militaire américaine en Afrique ne peut pas être comparée à la présence militaire cubaine. Cuba est venu en Afrique pour nous aider à combattre ceux qui nous maltraitaient en tant que Noirs. Cuba est venu en Afrique pour nous aider à combattre les colons, à combattre les impérialistes. C'est exactement ce raisonnement qu'on doit reprendre en prenant le cas de l'armée russe. La Russie n'a jamais réduit les Africains en esclavage sur son sol. Elle n'a jamais déporté les Africains. Ça, c'est un. Deuxièmement, à l'époque de l'Union soviétique, l'Union des républiques socialistes soviétiques a envoyé des troupes aider les Africains à combattre qui? Les puissances coloniales, à combattre les puissances impérialistes qui ne voulaient pas de la souveraineté africaine. Donc les soviétiques ont aidé les Africains à combattre pour accéder à leur propre souveraineté. Lorsque la Fédération de Russie a été reconstituée dans les années 90, et lorsqu'elle a repensé sa politique africaine, elle s'est engagée essentiellement à renforcer les capacités des gouvernements africains existants. D'ailleurs, de ce point de vue, elle s'en est tenue au principe anti-impérialiste, au principe anticolonialiste, mais elle s'est abstenue de juger du contenu et de la valeur du régime, laissant cela aux luttes politiques internes à chacun des pays. Il faut que vous compreniez la posture de la Fédération de Russie avec Vladimir Poutine aujourd'hui. Vladimir Poutine ne cherche pas à se mêler de savoir qui est le président du Mali. Il ne cherche pas à choisir, à forcer les Maliens à avoir Assimi Goïta comme président. Il ne cherche pas à forcer les Camerounais à avoir Biya comme président ou quelqu'un d'autre. Dans la réelle politique, la réelle diplomatie russe aujourd'hui, ils prennent les États africains tels qu'ils sont. Et ils coopèrent avec ceux qui veulent coopérer avec eux. Seulement, cette coopération-là, elle est orientée vers l'anti-impérialisme et l'anticolonialisme. C'est-à-dire que dans tout ce qu'ils vont faire avec le Cameroun, le but c'est d'aider le Cameroun à être davantage capable d'agir par lui-même que de dépendre de la France, de dépendre des États-Unis.
dans leur coopération qu'ils vont mener avec le Mali, le but c'est d'aider le Mali à être davantage capable d'agir par lui-même que de dépendre de la France, de dépendre de qui que ce soit, même pas de la Russie. C'est d'aider le partenaire à devenir progressivement autonome. Donc vous ne pouvez pas mettre sur le même pied d'égalité, vous ne pouvez pas mettre sur la même balance la présence militaire américaine en Afrique et la présence militaire russe. La présence militaire américaine en Afrique et la présence militaire cubaine. Vous ne pouvez pas comparer les présences militaires cubaines et russes d'un côté aux présences militaires françaises, américaines et britanniques de l'autre. Les Occidentaux ont essentiellement trucidé les Africains. Ils ont essentiellement pillé les Africains. On ne peut pas le dire des Cubains et des Russes. Voilà ce qu'impose la connaissance de l'histoire. Je vous invite par exemple à méditer une célèbre phase, l'une des plus grandes phases de l'histoire africaine, l'histoire politique africaine, eh bien, du XXe siècle. C'est le rôle fondamental d'une bataille qui a eu lieu en 1988 à Quito, Cuanavale et en Angola. Les États-Unis d'Amérique que vous voyez là, c'était le premier soutien du régime de l'apartheid, le régime raciste de l'apartheid en Afrique du Sud. L'Union européenne que vous voyez là, c'était le deuxième grand soutien avec les Britanniques. Le deuxième grand soutien des régimes de l'apartheid sont les Britanniques et l'Union européenne. La France, que ce soit sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard ou sous Mitterrand, elle a toujours été aux côtés de l'Afrique du Sud raciste, contre les Noirs d'Afrique du Sud. L'armée sud-africaine, soutenue par l'armée américaine, soutenue par l'armée britannique, eh bien, colonisait le territoire de la Namibie actuelle. Et partant de Namibie, l'armée sud-africaine entre en Angola pour empêcher le mouvement populaire de la libération de l'Angola, véritable émanation du peuple souverain en lutte de l'Angola, d'alors, d'Agostinho Neto, eh bien, d'occuper les charges du pouvoir à Luanda. Au même moment, les Américains, les Européens, les Français actionnent Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga, le voyou de la CIA, qui avait été payé à 250 000 € pour tuer son frère, Patrice Emery Lumumba, en 1961, en République démocratique du Congo, à l'époque, au Congo, tout court. Mobutu, lui aussi, sous les ordres, eh bien, de Washington, de Londres, de Paris et consorts, Mobutu envoie un corps expéditionnaire au Cabinda, parce qu'il prévoit de prendre le Cabinda et de l'exploiter avec ses amis occidentaux. Pendant que l'armée sud-africaine pénètre à travers la frontière namibienne dans le but de venir prendre la capitale de l'Angola, eh bien Luanda en est tout. L'armée cubaine va mobiliser un pont aérien spectaculaire, au total de plus de 400 000 soldats, qui vont accompagner l'armée angolaise dans la lutte contre les Sud-Africains, dans la lutte contre les Aïrois, afin d'établir la souveraineté angolaise. Beaucoup vont périr là. Beaucoup de Cubains vont périr. Et cette histoire extraordinaire est l'histoire de la véritable coopération militaire et fraternelle dont nous avons besoin. Si vous lisez l'histoire du sacrifice des Cubains en Afrique, si vous comprenez les valeurs qui ont guidé les Cubains quand ils sont venus combattre aux côtés des Africains, vous comprendrez pourquoi il ne faut jamais accepter que l'on mette sur le même pied d'égalité la présence militaire américaine, la présence militaire française, la présence militaire, je ne sais pas, britannique, la présence militaire occidentale en général, ne peut pas être mise sur le même pied d'égalité que la présence militaire russe ou la présence militaire cubaine. La Fédération de Russie a accompagné tous les mouvements. L'Union soviétique a accompagné pratiquement tous les mouvements de lutte contre le colonialisme français, le colonialisme britannique, le colonialisme portugais, plus largement le colonialisme occidental. Et c'est dans cet esprit qu'il y a des détachements de l'armée russe qui coopèrent avec les armées africaines pour les aider à accélérer leur processus d'autonomisation, de renforcement, de consolidation. Qui plus est, ni Cuba, en Amérique latine, ni la Russie n'ont créé des organisations terroristes pour nous attaquer.
la Fédération de Russie n'a jamais créé une organisation terroriste pour attaquer l'Afrique. Elle n'a pas créé Al-Qaïda. Elle n'a pas créé l'État islamique. Les deux organisations qui nous attaquent ont été créées par les États-Unis et leurs alliés européens. Elles sont financées, armées par les Occidentaux. Au mois de janvier 2025, au Sénat américain, on a révélé les financements, les paiements directs de l'USAID aux organisations terroristes. Alors, comment vous, Africains, pouvez-vous vous promener sur les réseaux sociaux pour dire que la présence militaire américaine au Nigeria ou au Ghana vaut la présence militaire russe au Niger ou au Mali? Ici au Mali, les Russes ne colonisent personne. Les Russes ne forcent personne ici au Mali à faire leur volonté. Ils n'imposent même pas leur langue à quelqu'un. Et la Russie est grande comme un continent. Elle est riche de matières premières stratégiques suffisantes. Elle est capable de vivre en autarcie. Elle se comporte en partenaire respectueux des Africains. Pourquoi voulez-vous que les Africains mettent sur le même pied d'égalité la présence militaire unilatérale, menaçante, brutale de l'Occident, que l'Afrique connaît depuis plusieurs siècles, avec la présence militaire de troupes qui sont alliées à notre peuple? Il faut être des Africains indignes pour traiter de la même façon les militaires russes qui viennent aider les pays africains à développer l'autonomie de leurs armées et les militaires américains qui viennent essentiellement s'assurer le pillage pour les multinationales américaines des richesses africaines. Quel est le pays africain qui a été développé avec l'aide française, avec l'aide américaine, avec l'aide britannique? Quel est le pays africain pour lequel l'Occident peut se tenir devant nous et nous dire « c'est nous qui l'avons fait ». Quel est le pays africain où l'Occident politique n'aura pas sémé la désolation en termes de massacres, d'actes barbares, n'aura pas commis des pillages, des écocides? Quel est le pays africain qui ne porte pas les balafres de la haute criminalité politique et économique de l'Occident? Oui, toutes les Africaines et les Africains perdus qui se promènent sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision pour mettre sur le même pied d'égalité la présence militaire de la Russie et la présence militaire des États-Unis sont des ennemis de l'Afrique. Quand vous regardez bien Donald Trump, ce personnage qui est psychiquement désorganisé, vous pouvez croire qu'il envoie l'armée américaine au Nigeria pour le bien des Nigériens? Il envoie l'armée américaine au Nigeria pour le bien des Africains? Vous pouvez le croire? Qui peut, même aux États-Unis, nous démontrer que Donald Trump est quelqu'un en qui on puisse placer sa confiance? Le peuple américain même a perdu confiance en lui. Une bonne partie de ceux qui ont voté pour ce monsieur s'en mordent les doigts. Parce qu'il est, même aux États-Unis, réputé incontrôlable. C'est un type qui est incontrôlable. Parce qu'il est psychiquement ambivalent et flottant. Et de ce point de vue, il ressemble beaucoup à Macron. Ce sont des gens qui sont psychologiquement incontrôlables. Ils ne sont pas constants, ni dans leurs valeurs, dans leurs principes, ni dans leurs émotions, ni dans leur personnalité. Donc qui peut accueillir les bras ouverts, le visage souriant, les troupes de Trump en Afrique, si ce n'est un Africain aliéné, un Africain fou, un Africain ennemi de l'Afrique? Vous voyez les conditions drastiques qui sont faites aux Africains pour entrer aux États-Unis. Des dizaines de pays africains ont été mis dans une liste d'interdiction de visa. Comment ce type peut placer des troupes chez nous, alors même qu'il fait des listes de nos pays, dont il interdit la mobilité des populations vers les États-Unis? Mais comment des dirigeants africains peuvent permettre cela? Nous sommes en plein scandale. Alors, en conclusion, l'arrivée de l'armée américaine au Nigeria, honnêtement, n'est pas une surprise. Nous savions que depuis qu'elle a été délogée du Niger, délogée du Mali, bref, depuis qu'elle a été délogée du Sahel, l'armée américaine était à la recherche d'un alibi pour un repositionnement de proximité. Nous savons que ce repositionnement de l'armée américaine a pour but de contrer
d'une part, l'industrialisation du Nigeria, qui crée des pertes sèches aux multinationales boulimiques, américaines, britanniques, françaises, occidentales en général, et d'autre part, venir renforcer l'hostilité militaire contre notre, sainte alliance des États du Sahel. Voilà le double but de la présidence de Trump. Alors, en face, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons 3 batailles. La bataille médiatique, la bataille des idées. Les Africains ne doivent pas reculer. Nous devons appeler au départ immédiat de toutes les troupes américaines du sol africain. Ça, nous devons le dire ouvertement aux autorités américaines. Nous ne voulons plus voir de soldats américains sur le sol africain. Premièrement, parce qu'il n'y a pas de soldats africains sur le sol américain. Deuxièmement, parce que la présence de soldats américains sur le sol africain a toujours été pour nous une source de souffrance, de tragédie. Une source d'épouvante et de détresse. Donc, il faut que tous ensemble, nous dénoncions la présence des troupes américaines sur notre sol. Et dans cette dénonciation, on insistera pour dire cette présence n'équivaut pas à la présence russe ou à la présence cubaine. Parce que les Russes et les Cubains ne viennent pas nous coloniser. Ils ne viennent pas commettre des exactions contre nous. Ils ne viennent pas nous piller. Ils viennent avec nous dans une coopération mutuellement respectueuse et gagnant-gagnant. Ce n'est pas la même chose. De toutes les façons, ici en Afrique, c'est nous les Africains qui devons décider de qui vient. Mais sur la base de principes. Les principes, c'est que nous ne pouvons pas accepter la présence de troupes négrières, de troupes racistes. Nous ne pouvons pas accepter la présence de troupes de pillage, de troupes criminelles. On n'en veut pas. Et vous qui êtes sur les réseaux sociaux, il ne faut pas sous-estimer l'importance de votre prise de parole. Plus nombreux nous serons à dénoncer cela, plus notre cause triomphera. J'en connais qui, devant la peur des sanctions inévitables, dont tout naturellement les Occidentaux sont les champions, se mettent à raser les murs. C'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut parler. Où que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, que vous soyez en Europe, que vous soyez comme je le suis maintenant là par exemple en Afrique, que vous soyez, où que vous soyez, Africains éveillés, prenons la parole pour demander le départ immédiat des troupes américaines du sol africain. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous appelons le peuple nigérian à se lever comme un seul homme pour chasser les troupes américaines de son sol. Le peuple nigérian, je ne parle pas du gouvernement, parce que le gouvernement, c'est un gouvernement de vendus. Je n'attends rien de Tinubu. Mais nous devons appelons le peuple nigérian à assumer ses responsabilités. Vous savez, ici au Sahel, les peuples se sont levés avant les militaires. Ici, au Sahel, les peuples se sont levés avant les militaires. Les militaires ont épousé les aspirations de leur peuple. Quand vous voyez les troupes françaises partir du Mali, là, ça a commencé par la population. C'est le peuple qui a commencé par dire « partez ». Les politiques ne voulaient pas écouter le peuple malien. Jusqu'à ce que des officiers courageux écoutent le peuple et fassent partie. Ordonnent au nom de l'État le départ des troupes étrangères. Eh bien, au Nigeria, c'est ce qui doit se passer. Vous avez une capacité d'industrialisation propre. Vous avez la matière grise nécessaire pour développer le Nigeria. Vous n'avez pas besoin d'être sous occupation militaire. Vous prétendez être la première puissance de la CEDEAO. Vous prétendez même être la première armée de la CEDEAO. Mais comment comprendre que vous soyez la première puissance de la CEDEAO et vous êtes sous le couvert d'une puissance négrière, raciste, colonialiste, néocolonialiste et impérialiste, c'est-à-dire anti-africaine. Donc il faut ici appeler les Nigérianes et les Nigérians à s'assumer un peu, à prendre les devants. Parce que si le peuple nigérian se révolte contre cette présence militaire américaine, le gouvernement nigérian, quel qu'il soit, va obéir. Il sera obligé d'aller dire à l'armée américaine, il vaut mieux que vous alliez à la maison parce que sinon on ne va pas respirer ici. Et c'est ce modèle qui marche partout. Pour que l'armée américaine parte du Burkina, pour qu'elle parte du Niger, il a fallu que les peuples la sortent. Et disent à leurs dirigeants, ces gens-là, on ne veut plus les voir ici. Donc, deuxième élément important, nous devons parler au peuple nigérian et lui dire maintenant que la balle est dans son camp. La balle elle est vraiment dans son camp.
Alors, il y a un imbécile nommé Sidiki Diallo. Je le bannis de tous les streams en direct. Très bien. Sidiki, allez, vous voterez dans une bonne porcherie, c'est votre place. Voilà. Très bien. Très bien. Vous me donnez les noms de tous ceux qui viennent là se promener. Hein. Je parle des esclaves, des impérialistes. Il y en a quelques-uns qui ont fait des commentaires bêtes là sous ma conférence. Vous me donnez leurs noms. Que je leur enlève le plaisir de m'écouter. Donc, je continue. Troisième élément important, bien sûr qu'il faut continuer à renforcer la Confédération, l'Alliance des États du Sahel. Parce que l'hiver noir dont a parlé le président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, c'est cet hiver noir. C'est que l'Occident, constatant qu'il est vraiment en train de perdre irréversiblement le contrôle de l'Afrique, a décidé maintenant de mener une guerre frontale contre l'Afrique. Mais l'Occident va perdre. Il va perdre comme il a perdu partout ailleurs. Chaque fois que les peuples unis se sont dressés devant lui. L'Occident n'a jamais gagné une guerre face à des peuples unis. C'est pour ça qu'il a été délogé du Vietnam, délogé d'Indochine. C'est pour ça que quand il a voulu prendre la Russie, il a été délogé. D'accord? Il faut que vous compreniez que l'Occident ne comprend que la limitation par la puissance. Voilà pourquoi l'Alliance des États du Sahel doit continuer à se renforcer. Elle doit également renforcer sa coopération avec les puissances anti-impérialistes, anticolonialistes, qui sont les alliés traditionnels de l'Afrique. Cela depuis maintenant au moins un siècle. Car il va y avoir une épreuve de vérité dans cette affaire. À partir du moment où l'armée américaine vient se planter au nord du Nigeria, c'est parce qu'elle veut pointer ses canons sur le Niger. Elle veut pointer ses canons sur l'Alliance des États du Sahel. Il faut qu'elle trouve des canons suffisamment dissuasifs en face pour qu'elle ne traverse pas la frontière. Vous la voyez très bien, cette armée américaine, maintenant autour de l'Iran. Pourquoi ils n'attaquent pas l'Iran? Vous savez pourquoi ils n'attaquent pas l'Iran? Parce que l'Iran a donné des garanties que s'il est attaqué, il va y avoir une guerre sous-régionale. C'est-à-dire que toutes les bases militaires américaines dans le Moyen-Orient seront frappées. Ça, c'est le premier point. Ils n'attaquent toujours pas l'Iran parce que cette fois-ci, la Russie et la Chine ont donné des garanties publiques en disant, si vous attaquez l'Iran, vous aurez directement affaire à nous. Parce que nous avons nos affaires en Iran, nous avons nos techniciens qui travaillent en Iran, nos ingénieurs qui travaillent en Iran, on ne va pas vous laisser les dégommer. C'est le même message qui doit être adressé à l'Amérique, au Sahel. D'abord, un message d'unité des peuples africains, un message d'unité des opinions. Il faut que nous parlions le même langage. Et un message de puissance, renforcement de puissance. C'est, si vous voulez nous attaquer, vous allez ouvrir la troisième guerre mondiale. Si vous voulez attaquer l'Afrique, parce que l'Afrique a refusé de vous donner son uranium, refusé de vous donner son cobalt, refusé de vous donner son diamant, on ne donne plus. D'abord, on ne donne plus. Nous, de toutes les façons, ici au Sahel, on ne donne plus. On ne donne plus. Si tu ne payes pas le prix qu'il faut, on ne te donne pas. Donc, si à cause de ça, parce que les grands peuples du Sahel et leur gouvernement panafricaniste ont dit qu'ils ne donnent plus, qu'ils n'accepteront plus jamais les pillages, vous décidez de mener la guerre contre l'Afrique, il faut que les Africains sachent qu'il n'y a pas autre chose que la défaite qui puisse libérer l'Afrique. Bon, l'armée américaine était en Somalie, on sait comment elle est partie. Elle était en Afghanistan, on sait comment elle est partie. Oui, elle était en Afghanistan, on sait comment elle est partie. Elle était au Vietnam, on sait comment elle est partie. Les Africains de ce temps ont décidé d'être libres. Ne nous attaquez pas. Ne venez pas nous imposer votre code sexuel. Ne venez pas nous imposer votre code minier. Ne venez pas nous imposer votre droit international dont vous dites vous-même qu'il est mort. On n'en veut pas.
mêlez-vous de vos affaires. Mêlez-vous de vos affaires. L'Afrique aux Africains, l'Amérique aux Américains, l'Europe aux Européens, l'Asie aux Asiatiques, et tout ira bien. L'Afrique aux Africains, l'Europe aux Européens, l'Amérique aux Américains, l'Asie aux Asiatiques, et tout ira bien. Mais l'Amérique ne pourra plus jamais coloniser l'Afrique. L'armée américaine ne pourra plus jamais coloniser un pays africain. C'est impossible. Elle n'en a pas la capacité militaire. Parce que pour coloniser, il faut envoyer des hommes qui vont venir vivre là pour nous dire comment on doit vivre. Vous ne pouvez pas. C'est ce que l'armée française a essayé. Ça n'a pas marché. L'armée américaine aussi échouera. Mais à condition que nous, les Africains, nous soyons encore plus unis que par le passé. Et que les peuples, les armées et les dirigeants constituent un chorus large et puissant à travers le continent et le monde. Et là, c'est la responsabilité des diasporas africaines, d'Amérique, d'Europe, d'Asie, de plaider pour l'Afrique. Nous sommes nombreux, citoyens d'origine africaine, qui avons des nationalités, des citoyennetés européennes, des citoyennetés nord-américaines. Il faut en faire usage. Allons parler partout où c'est nécessaire à nos députés. Moi, quand je vais bientôt en France, je vais aller rencontrer le plus grand nombre possible de députés de Normandie, où je réside en France. Je vais aller les rencontrer pour leur faire état de la situation alarmante dans laquelle se trouvent les relations occidentalo-africaines et de l'importance qu'il y a en tant que parlementaires à ce qu'ils assument leur travail. Quand vous êtes citoyen français, citoyen européen, vous avez des députés, vous avez des sénateurs de votre zone. Il faut leur parler. Et il ne faut pas que ceux-ci se réfugient derrière le fait que « Oh, je n'étais pas au courant, vous savez, l'actualité débordante en France nous a complètement inspiré. » Non, 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 non. Nous allons vous informer. Et partout où vous êtes placés, informez-les que l'Afrique refuse d'être colonisée. C'est un refus non négociable. Vous pourriez même penser qu'il est suicidaire, oui. Mieux vaut mourir qu'être à nouveau esclave et colonisé d'Européens ou d'Américains. Mieux vaut être mort. Fiat justitia pereat mundus, disent les latins. Fiat justitia pereat mundus. Que la justice soit. Dure le monde pour cela en péril. Notre génération refuse la recolonisation de notre continent. Nous disons non. Et c'est un non non négociable. Ce n'est pas un non mais. Non, il n'y a pas mais. C'est non. Et permettez-moi donc de conclure cette conférence par un petit résumé en anglais, puisque je vais m'adresser au peuple nigérian et au peuple américain. Et en bas ça, pour m'adresser à mes ancêtres. Parce que ce qui se passe au Nigeria concerne tous nos ancêtres. Parce que cela concerne tous nos peuples. C'est nous tous qui sommes en danger là. Avec le retour de cette bidasse américaine sur notre sol. Nigerian people, the puppets who are leading Nigeria today under the direction of President Adebola Tinubu has one more time accepted that American soldiers put their feet on African soil. This is a shame. This is a scandal because, as we know, the main terrorist organizations that are operating against our people everywhere in Africa are Al-Qaeda and ISIS. The two of them were created by American secret services and their Western allies and their Middle East allies. You cannot, on one hand, create terrorist organizations attacking African people, and on the other hand, pretend that you will help African people to fight against the people, the terrorists that you created. This is a double bend. This is duplicity. This is the game of the devil. We can't more accept that. So President Trump
President Trump decided then, excusez-moi, je vais juste essayer de mettre à charger une machine qui risque de se décharger si. President Trump, let me just give me a minute, my dear friends. Okay. So, President Trump decided to send some troops in Nigeria for a so-called fight against terrorism. But in fact, President Trump knows that it is Obama and Clinton administration that created the ISIS. Why can the founders, the founding fathers of terrorism be free in America when at the same time, American army is supposed to fight against terrorism in Nigeria? Tell me how, on one hand, the USAID can finance Al-Qaeda, finance the ISIS, and on the other hand, the US Army will be coming on the African soil to fight against the terrorists that the USAID has financed. Hey, Nigerian people, brothers and sisters, you have a duty, a sacred duty. You have a sacred challenge, is to call American troops to go back to their country. Tell Yankees troops, go home, go back home. Nigeria needs no military occupation of the US Army. Why? Because the US Army is also involved in expanding terrorism in this world. The official reports of the American Senate show that America has financed terrorist groups in the Middle East, in Africa, for many years. Millions of dollars have been given to those criminals to buy their weapons, and so on. So, we can't believe that President Trump has the intention to help Nigeria to fight against terrorists, when at the same time, he is offering perfumes to one of the worst terrorists the world has ever known, Ahmed al-Shara, the so-called president of Syria. Nigerian people, you have a very, very sacred responsibility, is to ask your government to tell American troops to go back home. Everywhere in Nigeria, you have to tell them, go back home. And this decision is absolutely reasonable for three reasons. The first is, the NATO is the mother of all terrorist organizations we are suffering of in Africa. You cannot help us to fight against the terrorists that you created. This is devilish. Reason two, Nigeria pretends to be one of the most important countries and to have one of the most important armies of Africa. This is a shame for the Nigerian army to be unable to fight by itself against terrorism. And number three is, we know America is not bringing its troops back in Africa for anti-terrorist purpose. It is to squander natural resources of Africa, and it is to fight against Pan-Africanist sovereign states, like the states of the Sahelian State Alliance. That is why you, Nigerian people, you are the key of this challenge. If by millions you take the street to tell them to go back, they will go back. Donald Trump will take his troops back. Only the Nigerian people can free Nigeria. The ugly puppets, Tinubu and so on, are not able to free Nigeria because they are under alienation for many personal reasons. Long live Nigeria. Struggle for Africa in Nigeria for truth and justice. This is the message. Abonba Africa. American young besonda epgo Nigeria. Nyaban lojo terrorist. Di beheba soba ringile. Besonda bi America bi londi inyu wip kalasin. Wip lingwang li Africa. Bulo yap i. The way mahangol ma mankal behele.
Di barba a neba Afrika babaso. Le ba bunga pour sonda bi Amerika. Ici Afrika. Li hongo le bisu liele. Li kuba se vele autant. John le behek manama ku mabor manola pas se vele terroriste. Autant tabele kalbe le injo terrorisme. Dire le autant yom e behek terrorisme. Jam Lionel Wesu di. Jam Lionel ba be bu mere den yile Donald Trump nou aye murmoni ni whip. Atabela ebusonda ilong mur bala agwebe peri whip ni peri money. Ndia be den kalle Afrika inti habeki lingwangje Afrika inti habeki moni ngwe yanga. Ingela intape. Ma hol mayon hema mayele. Den le Trump a ngep sonda i Afrika. Ñu la so bo jos bilong bi Afrika. Bilong bi bindi hekunde ibon ba Afrika. Ki bilong bi Sahel, Mali, Burkina Faso di Niger. Inna homa nono din korba ki murnye muruara. Ni ma wanda mesmo maso konsi ikalba kanale. Lini lisang na ane habeki bis. To warawe anebe bebele ni ane ki Afrika. When ou metinarbe ni hop batara li lemb li bassa ba Cameroun long yem li gwene jem. Voilà mes chers amis le message en 3 langues en résumé à la fin de cette conférence. Nous disons non à la présence de l'armée américaine en Afrique parce que les États-Unis sont l'une des grandes puissances consorts du terrorisme dans le monde et en Afrique. Nous disons non à la présence de l'armée américaine en Afrique parce que cette présence a pour but la prédation des ressources naturelles africaines contre les intérêts vitaux des Africains. Nous disons non à la présence militaire américaine en Afrique parce que cette présence militaire se fait pour briser l'élan de l'industrialisation autonome de l'Afrique, briser l'élan de la souveraineté africaine et qu'il s'agit d'une ingérence intolérable dans les affaires africaines. Monsieur Trump s'est illustré à la tête des États-Unis par la revendication de la doctrine Monroe. America to Americans. Il faudrait qu'il sache que le corollaire de la doctrine Monroe, c'est Africa to Africans. Autant M. Trump a raison de vouloir que l'Amérique soit aux Américains. Et encore faut-il lui rappeler que lui-même il n'est pas tout à fait américain. Il est un descendant de colons européens. Les vrais Américains, ce sont les peaux-rouges, les Sioux, les Incas et consorts. Mais, si au minimum il faut appliquer la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains, il faut qu'elle s'applique également en Afrique, en Asie et partout, que chaque nation souveraine, chaque peuple, chaque continent de continuité culturelle et civilisationnelle soit souverain dans son ère. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. En cette ère du Verseau, il faut dire les choses comme elles sont. Je n'ai pas appelé à la haine raciale. Je n'ai appelé personne à un anti-américanisme primaire. Les positions qui sont affirmées dans cette conférence sont des positions anti-impérialistes, anti-colonialistes, anti-racistes. C'est au nom de l'anti-impérialisme, de l'anticolonialisme et de l'antiracisme que nous demandons le retrait total des troupes américaines du sol africain. Parce que leur présence se fait en contexte de domination raciale, de domination colonialiste, néocolonialiste et impérialiste. Leur absence équivaudra à la liberté et à la souveraineté des Africains. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il.